Et si l'histoire se répétait sous nos yeux? Aujourd'hui, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, prend la parole dans un lieu chargé de mémoire pour rappeler une vérité que l'Occident refuse d'entendre. 80 ans après la grande victoire sur le nazisme, la Russie se retrouve une fois encore face à une coalition hostile, sous des bannières familières. Dans ce discours solennel, Lavrov ne se contente pas d'évoquer le passé. Il accuse, il alerte, il trace un parallèle troublant entre 1945 et 2025. Vous allez entendre des mots forts, des révélations sur les coulisses de la Seconde Guerre mondiale et une mise en garde claire sur les dangers d'aujourd'hui. Écoutez jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire, que pensez-vous du parallèle que dresse Lavrov entre la guerre contre le nazisme et la situation actuelle? Partagez cette vidéo. Ouvrons le débat que les médias refusent de lancer. C'est parti! Chers collègues, chers amis, nous célébrons aujourd'hui une grande date, le 80e anniversaire de la glorieuse victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique. Et en ce jour, en présence des collaborateurs du ministère, de nos vétérans et de la jeunesse, nous devons, je pense, faire le serment d'être éternellement fidèles à ces conquêtes, à ces exploits, à cet héroïsme qui ont garanti la vie de notre État, de notre patrie commune, l'Union soviétique. Ce sont eux qui ont assuré l'avenir des générations à venir. À cette époque, de nombreux collaborateurs du commissariat du peuple aux affaires étrangères, ainsi que des collègues du commerce extérieur, sont partis au front avec les soldats de l'armée rouge et les miliciens. Ils ont défendu notre capitale, notre patrie, et ont contribué à cette grande victoire. Parallèlement, les diplomates restés au travail au commissariat, avec les collègues des services de sécurité et de renseignement, ont assuré l'accompagnement diplomatique et de politique extérieure de la lutte héroïque du peuple soviétique pour sauver l'Europe du nazisme. Ils ont tout fait pour obtenir et utiliser les informations destinées à renforcer l'unité de la coalition anti-hitlérienne, afin d'empêcher les nazis de conclure des accords séparés, et vous savez que de telles tentatives ont bel et bien eu lieu. Tout au long de la guerre, les diplomates, à leur poste, ont fait tout ce qui était nécessaire pour éviter les trahisons. Et comme vous le savez, ces documents sont désormais déclassifiés et publiés. On a pu apprendre, à l'époque, et de façon assez anticipée, la préparation d'une opération impensable, menée notamment avec la participation des Britanniques. Elle était en effet impensable, puisqu'elle prévoyait une attaque contre l'Union soviétique avec pour objectif, cela sonne aujourd'hui de façon étrangement familière, de lui infliger une défaite stratégique. Aujourd'hui, cette expérience est inestimable pour nous. L'expérience de construction de coalition, mais uniquement en s'appuyant sur nos propres intérêts. Sans naïveté, sans faire une confiance excessive à des promesses creuses. C'est ce qu'a rappelé très récemment, en détail, le président Poutine dans l'une de ses interviews. Aujourd'hui encore, on se ligue contre nous sous la bannière du nazisme au sens propre du terme en soutenant ouvertement le régime anti-russe de Zelensky, qui organise des marches au flambeau et envoie dans la mêlée des soldats portant les insignes des divisions nazies sur les manches. Et tout comme lors de l'opération impensable, on nous annonce une volonté de nous infliger une défaite stratégique sur le champ de bataille. Il est extrêmement important non seulement de préserver la mémoire des héros de la Grande Guerre patriotique et de la Seconde Guerre mondiale, grâce auxquels nous avons un avenir et un développement aujourd'hui, et j'en suis convaincu, pour des décennies, voire des siècles à venir, mais aussi de nous souvenir de l'expérience diplomatique, des leçons diplomatiques de cette époque. Ces leçons sont inestimables, en particulier dans la situation actuelle, où quasiment toute l'Europe est à nouveau en guerre contre nous, mobilisée et, comme je l'ai dit, sous des bannières nazies. Ces jours-ci, pour la première fois dans notre pays, 80 flammes éternelles sont allumées. Une tradition est apparue, prendre une étincelle de la flamme éternelle du jardin Alexandre à Moscou pour la ramener sur sa terre natale. Récemment, cette initiative a été réalisée par les habitants de Lugansk. D'autres villes ont également mené des actions similaires. Il est symbolique que cela se passe peu après la Sainte Pâque, où une flamme bénite est également ramenée de Jérusalem pour être partagée dans le monde entier lors de cette fête de la résurrection. La victoire, pour nous, c'est aussi la résurrection de notre peuple tout entier, de notre histoire, de nos traditions, de notre fierté.
Et nous avons le devoir de transmettre ces sentiments à nos enfants, à nos petits-enfants, tout comme nos mères, pères, grand-mères et grands-pères nous les ont transmis. Je tiens à féliciter chacun pour l'approche de la grande fête de la victoire, les employés du ministère, ceux de nos représentations dans les régions de la Fédération de Russie, dans les ambassades et consulats. Des félicitations spéciales vont à nos vétérans, qui sont toujours fidèles au poste et incarnent ce lien des générations qui nous a permis de survivre et d'en sortir plus forts à travers les situations les plus diverses, y compris les guerres et les combats diplomatiques. Tout est encore devant nous. Personne n'a promis qu'il serait possible de résoudre tous les problèmes d'un seul coup. La vie exige des efforts constants. Et j'ai bon espoir que notre équipe, qui a déjà prouvé sa valeur dans les circonstances les plus difficiles, continuera à mettre en œuvre avec honneur la politique étrangère définie par le président Poutine, une politique qui vise à garantir sans compromis les intérêts vitaux et légitimes de la Fédération de Russie sur la scène internationale, tout en laissant la porte ouverte à une coopération honnête et mutuellement bénéfique avec tous ceux qui sont prêts à travailler sur une base équitable et réciproque. Bonne fête encore à tous. Ce que nous venons d'entendre n'est pas un simple hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale. C'est un message codé, une déclaration politique forte déguisée en discours commémoratif. Et Lavrov le dit sans détour, la Russie d'aujourd'hui se considère à nouveau en guerre, non pas contre un pays en particulier, mais contre une idéologie, une organisation, une logique historique qui, selon lui, se répète avec des visages différents mais des intentions similaires. Ce parallèle qu'il établit entre la guerre contre le nazisme et le conflit actuel avec l'Occident et l'Ukraine est loin d'être innocent. En utilisant des termes comme « régime nazi de Zelensky », tentative de provoquer un effondrement stratégique de la Russie, ou encore « Europe à nouveau mise sous les bannières du nazisme », Lavrov cherche à réactiver une mémoire collective extrêmement puissante chez les Russes, celle du sacrifice, de la trahison, mais aussi de la résilience. Ce n'est pas seulement une stratégie de communication, c'est une manière de légitimer toutes les actions entreprises par la Russie aujourd'hui, qu'elles soient diplomatiques, économiques ou militaires. Il ne s'agit plus simplement de défendre des intérêts nationaux, il s'agirait, selon lui, de sauver à nouveau la civilisation du mal. Et ce glissement rhétorique mérite qu'on s'y attarde. Car si la Russie voit dans l'Ukraine une menace nazifiée, et dans l'Occident un complice de cette menace, alors toute négociation devient inutile, voire immorale. C'est ici que le discours prend un tour dramatique, Lavrov ne parle pas de compromis, il parle de devoir. D'un devoir sacré transmis par les ancêtres, par les soldats tombés pour la liberté, par la mémoire des sacrifices passés. Et plus encore, Lavrov rappelle un fait rarement évoqué en Europe, les tentatives britanniques de lancer une opération militaire contre l'URSS juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale est l'opération impensable. Un plan réel, aujourd'hui déclassifié, qui visait à frapper l'Union soviétique pour empêcher son influence grandissante. En évoquant cet épisode, Lavrov nous dit une chose, ne croyez pas que les alliances d'hier étaient pures ou éternelles. Et c'est ici que se joue la manœuvre la plus subtile du discours, il ne s'adresse pas uniquement aux Russes. Il s'adresse aussi aux peuples européens, aux citoyens occidentaux, à ceux qui doutent, à ceux qui ne veulent pas de guerre. Il leur dit, entre les lignes, regardez bien ce que vos dirigeants sont en train de faire. Vous marchez à nouveau vers l'abîme. Mais Lavrov ne se contente pas d'accuser. Il propose aussi une ligne de conduite pour la diplomatie russe, agir sans naïveté, ne jamais faire confiance aux promesses creuses, ne jamais céder sur les intérêts vitaux de la Russie. Une vision du monde multipolaire, où les États ne se soumettent plus à un ordre libéral international, mais défendent leur souveraineté avec fermeté. Et vous l'aurez noté, à la toute fin du discours, il tend la main mais à ses conditions. Il dit, la Russie reste ouverte à une coopération juste, équitable, honnête. Mais il insiste aussi sur la force, la continuité, la loyauté à l'égard du cap fixé par Vladimir Poutine. Ce mélange entre mémoire historique, stratégie géopolitique et appel au sacrifice collectif fait de ce discours un tournant symbolique, à l'approche du 9 mai. C'est un discours de mobilisation pas seulement militaire, mais idéologique. Et maintenant, la question est posée à chacun d'entre nous. Sommes-nous face à une manipulation de la mémoire, ou un cri d'alarme légitime face à une menace réelle? La Russie rejoue-t-elle un scénario glorieux, ou cherche-t-elle à justifier l'injustifiable? Et surtout, comment les peuples européens vont-ils réagir à ce type de discours? En le rejetant en bloc? Ou en y trouvant un écho face à une guerre qu'ils n'ont jamais voulu? À très bientôt.